Numéro 2. Le projet doit nécessairement traverser le champ de possibilités instrumentales. Les caractères particuliers des instruments le transforment plus ou moins profondément. Ils conditionnent l'objectivation. Or, l'instrument lui-même, quel qu'il soit, est le produit d'un certain développement des techniques et, en dernière analyse, des forces productrices. Puisque notre thème est philosophique, je prendrai mes exemples sur le terrain de la culture. Il faut comprendre qu'un projet idéologique, quelle qu'en soit l'apparence, a pour but profond de changer la situation de base par une prise de conscience de ses contradictions. Né d'un conflit singulier qui exprime l'universalité des classes et de la condition, il vise à le départ pour le dévoiler, à le dévoiler pour le manifester à tous, à le manifester pour le résoudre. Mais entre le simple dévoilement et la manifestation publique s'interpose le champ restreint et défini des instruments culturels et du langage. Le développement des forces productrices conditionne le savoir scientifique qui le conditionne à son tour. Les rapports de production à travers ce savoir dessinent les linéaments d'une philosophie. L'histoire concrète et vécue donne naissance à des systèmes d'idées particuliers qui, dans le cadre de cette philosophie, traduisent les attitudes réelles et pratiques de groupes sociaux définis. Les mots se chargent de significations nouvelles, leur sens universel se restreint et s'approfondit. Le mot nature au XVIIIe siècle crée une complicité immédiate entre les interlocuteurs. Il ne s'agit pas d'une signification rigoureuse et l'on n'a pas fini de disputer sur l'idée de nature autant de Diderot. Mais ce motif philosophique, ce thème est compris par tous. Ainsi, la catégorie générale de la culture, les systèmes particuliers et le langage qui les expriment sont déjà l'objectivation d'une classe, le reflet des conflits latents ou déclarés et la manifestation particulière de l'aliénation. Le monde est d'or. Ce n'est pas le langage ni la culture qui sont dans l'individu comme une marque enregistrée par son système nerveux. C'est l'individu qui est dans la culture et dans le langage, c'est-à-dire dans une section spéciale du champ des instruments. Pour manifester ce qu'il dévoile, il dispose donc d'éléments à la fois trop riches et trop peu nombreux. Trop peu nombreux, les mots, les types de raisonnement, les méthodes ne sont qu'un nombre limité. Entre eux, il y a des vides, des lacunes, et sa pensée naissante ne peut trouver d'expression appropriée. Trop riche. Chaque vocable porte avec lui la signification profonde que l'époque entière lui a donnée. Dès que l'idéologue parle, il dit plus et autre chose que ce qu'il veut dire. L'époque lui vole sa pensée. Il le voit sans cesse et finalement l'idée exprimée est une déviation profonde. Il s'est pris à la mystification des mots. Le marquis de Sade, Simone de Beauvoir l'a montré, a vécu le déclin d'une féodalité dont on contestait un à un tous les privilèges. Son fameux sadisme est une tentative aveugle pour réaffirmer ses droits de guerrier dans la violence, en les fondant sur la qualité subjective de sa personne. Or, cette tentative est déjà pénétrée du subjectivisme bourgeois. Les titres objectifs de noblesse sont remplacés par une supériorité incontrôlable du moi. Dès le départ, son élan de violence est dévié. Mais lorsqu'il veut aller plus avant, il se trouve en face de l'idée capitale, l'idée de nature. Il veut montrer que la loi de la nature est la loi de plus fort, que les massacres et les tortures ne font que reproduire les destructions naturelles, etc. Mais l'idée contient un sens déroutant pour lui, pour tout homme,
de 1789. Noble ou bourgeois, la nature est bonne. Du coup, tout le système va dévier, puisque le meurtre et la torture ne font qu'imiter la nature. C'est que les pires forfaits sont bons et les plus belles vertus mauvaises. Dans le même moment, cet aristocrate est gagné par les idées révolutionnaires. Il éprouve la contradiction de tous les nobles qui ont amorcé dès 87 ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution aristocratique. Il est à la fois victime, il a souffert des lettres de cachet et passé des années à la Bastille, est privilégié. Cette contradiction qui conduit d'autres à la guillotine ou à l'émigration, il la transporte dans l'idéologie révolutionnaire. Il revendique la liberté, qui serait pour lui liberté de tuer, et la communication entre les hommes, quand il cherche à manifester son expérience étroite et profonde de la non-communication. Ces contradictions, ces anciens privilèges et sa chute le condamnent, en effet, à la solitude. Il verra son expérience de ce que Stirner nommera plus tard l'unique, volée et déviée par l'universel, par la rationalité, par l'égalité, concepts utiles de son époque. C'est à travers eux qu'il essaiera péniblement de se penser. Il en résultera cette idéologie aberrante. La seule relation de personne à personne est celle qui lie le bourreau et sa victime. Cette conception est en même temps la recherche de la communication à travers les conflits et l'affirmation déviée de la non-communication absolue. C'est à partir de là que s'édifie une œuvre monstrueuse, qu'on aurait tort de classer trop vite parmi les derniers vestiges de la pensée aristocratique, mais qui apparaît plutôt comme une revendication de solitaires saisis au vol et transformés par l'idéologie universaliste des révolutionnaires. Cet exemple montre à quel point le marxisme contemporain a tort de négliger le contenu particulier d'un système culturel et de le réduire tout de suite à l'universalité d'une idéologie de classe. Un système, c'est un homme aliéné qui veut dépasser son aliénation et s'en perdre dans des mots aliénés. C'est une prise de conscience qui se trouve déviée par ses propres instruments et que la culture transforme en Weltanschauung particulière. Et c'est en même temps une lettre de la pensée contre ces instruments sociaux, un effort pour les diriger, pour les vider de leur trop-plein, pour les astreindre à n'exprimer qu'elles. La conséquence de ces contradictions, c'est qu'un système idéologique est un irréductible, puisque les instruments, quels qu'ils soient, aliènent celui qui les utilise et modifie le sens de son action. Il faut considérer l'idée comme l'objectivation de l'homme concret et comme son aliénation. Elle est lui-même s'extériorisant dans la matérialité du langage. Il convient donc de l'étudier dans tous ses développements, de découvrir sa signification subjective, c'est-à-dire pour celui qui l'exprime, et son intentionnalité pour en comprendre ensuite les déviations et passer enfin à sa réalisation objective. Alors on constatera que l'histoire est rusée, comme disait Lénine, et que nous sous-estimons ses ruses. On découvrira que la plupart des ouvrages de l'esprit sont des objets complexes et difficilement classables, temporairement situés par rapport à une seule idéologie de classe, mais qui reproduisent plutôt dans leur structure profonde les contradictions et les luttes des idéologies contemporaines. Qu'il ne faut pas voir dans un système bourgeois d'aujourd'hui la simple négation du matérialisme révolutionnaire, mais montrer au contraire comment il subit l'attraction de cette philosophie, comment elle est en lui
comment les attractions et les répulsions, les influences, les douces forces d'insinuation ou les conflits violents se poursuivent à l'intérieur de chaque idée. Comment l'idéalisme d'un penseur occidental se définit par un arrêt de pensée, par un refus de développer certains thèmes déjà présents. Bref, par une sorte d'incomplétude plutôt que comme un carnaval de la subjectivité. La pensée de Sade n'est ni celle d'un aristocrate, ni celle d'un bourgeois. C'est l'expérience vécue d'un noble au banc de sa classe, qui n'a trouvé pour s'exprimer que les concepts dominants de la classe montante, et qui s'en est servi en les déformant et en se déformant à travers eux. En particulier l'universalisme révolutionnaire, qui marque la tentative de la bourgeoisie pour se manifester comme la classe universelle, est complètement faussé par Sade, au point de devenir chez lui un procédé d'humeur noire. C'est par là que cette pensée, au sein même de la folie, conserve un pouvoir encore vivace de contestation, et contribue à mettre en déroute, par l'usage même qu'elle en fait, les idées bourgeoises de raison analytique, de bonté naturelle, de progrès, d'égalité, d'harmonie universelle. Le pessimisme de Sade rejoint celui des travailleurs manuels à qui la révolution bourgeoise n'a rien donné et qui s'aperçoit vers 1794 qu'il est exclu de cette classe universelle. Il est à la fois en deçà et au-delà de l'optimisme révolutionnaire. La culture n'est qu'un exemple. L'ambiguïté de l'action politique et sociale résulte, la plupart du temps, de contradictions profondes entre les besoins, les mobiles de l'acte, le projet immédiat d'une part, et d'autre part les appareils collectifs du champ social, c'est-à-dire les instruments de la praxis. Marx, qui a longtemps étudié notre révolution, a tiré de ses recherches un principe théorique que nous admettons à un certain degré de leur développement. Les forces productrices entrent en conflit avec les rapports de production et la période qui s'ouvre alors est révolutionnaire. Nul doute, en effet, que le commerce et l'industrie ne fussent étouffés en 1789 par les réglementations et les particularismes qui caractérisaient les propriétés féodales. Ainsi s'explique donc un certain conflit de classes, celui de la bourgeoisie et de la noblesse. Ainsi se déterminent les cadres généraux et le mouvement fondamental de la Révolution française. Mais il faut noter que la classe bourgeoise, bien que l'industrialisation ne fût qu'à ses débuts, avait une claire conscience de ses exigences et de ses pouvoirs. Elle était adulte, elle avait à sa disposition tous les techniciens, toutes les techniques, tous les outils. Les choses changent de tout au tout lorsqu'on veut étudier un moment particulier de cette histoire. Par exemple, l'action des sans-culottes sur la Commune de Paris et sur la Convention. Le départ est simple. Le peuple souffrait terriblement de la crise de subsistance. Il avait faim et voulait manger. Voilà le besoin, voilà le mobile. Et voici le projet de base, général encore et vague, mais immédiat. Agir sur les autorités pour obtenir une amélioration rapide de la situation. Cette situation de base est révolutionnaire, à la condition de trouver des instruments d'action et de définir une politique par l'usage qu'on fera de ces instruments. Or, le groupe des sans-culottes est fait d'éléments hétérogènes. Il réunit des petits bourgeois, des artisans, des ouvriers dont la plupart possèdent leurs utiles. Cette fraction semi-prolétarienne de tiers-état, un de nos historiens, Georges Lefebvre, a pu l'appeler un front populaire, reste attachée au régime de la propriété privée. Elle souhaiterait seulement faire de celle-ci une sorte de devoir social. Par là, elle entend limiter une liberté de commerce
qui conduit à encourager les accaparements. Or, cette conception éthique de la propriété bourgeoise ne va pas sans équivoque. Plus tard, elle sera une des mystifications favorites de la bourgeoisie impérialiste. Mais en 1793, elle semble surtout le résidu d'une certaine conception féodale et paternaliste qui prit naissance sous l'Ancien Régime. Les rapports de production sous la féodalité trouvaient leur symbole dans la thèse juridique de la monarchie absolue. Le roi possède éminemment la terre et son bien s'identifie au bien de son peuple. Ceux de ses sujets qui sont propriétaires reçoivent de sa bonté la garantie constamment renouvelée de leur propriété. Au nom de cette idée ambiguë qui reste dans leur mémoire et dont ils ne reconnaissent pas le caractère périmé, les sans-culottes réclament la taxation. Or, la taxation, c'est en même temps un souvenir et une anticipation. C'est une anticipation. Les éléments les plus conscients exigent du gouvernement révolutionnaire qu'il sacrifie tout à l'édification et à la défense d'une république démocratique. La guerre conduit nécessairement au dirigisme. Voilà, en un sens, ce qu'il veut dire. Mais cette réclamation neuve s'exprime à travers une signification vieillie qui l'a déviée vers une pratique de la monarchie détestée. Taxation, maximum contrôle de marché, grenier d'abondance, tels étaient les moyens constamment utilisés au XVIIIe siècle pour combattre la famine. Dans le programme proposé par le peuple, les montagnards, comme les Girondins, reconnaissent avec horreur les coutumes autoritaires du régime qu'il vient d'abattre. C'est un retour en arrière. Ces économistes sont unanimes à déclarer que la liberté entière de produire et de commencer peut seule ramener l'abondance. On a prétendu que les représentants de la bourgeoisie défendaient des intérêts précis. C'est certain, mais ce n'est pas l'essentiel. La liberté trouvait ses défenseurs les plus acharnés parmi les Girondins, dont on nous dit qu'ils représentaient surtout des armateurs, des banquiers, le haut commerce avec l'extérieur. Les intérêts de ces grands bourgeois ne pouvaient être touchés par la taxation des grains. Ceux qui, pour finir, se laissèrent forcer la main, les montagnards. On prétend justement qu'ils étaient particulièrement soutenus par les acquéreurs de biens nationaux, dont les taxes risquaient de limiter le grain. Roland, l'ennemi juré du dirigisme, n'avait aucun bien. En fait, ces conventionnels, en général pauvres, intellectuels, hommes de loi, petits administrateurs, avaient une passion idéologique et pratique pour la liberté économique. C'était l'intérêt général de la classe bourgeoise qui s'y objectivait et ils voulaient construire l'avenir plus encore que ménager le présent. Libre production, libre circulation, libre concurrence pour eux formaient les trois conditions indissolubles du progrès. Oui, passionnément progressiste, il voulait avancer l'histoire et il avançait. En effet, en réduisant la propriété au rapport direct au possédant avec les choses possédées. À partir de là, tout devient complexe et difficile. Comment apprécier objectivement le sens du conflit? Ces bourgeois vont-ils dans le sens de l'histoire quand ils s'opposent au dirigisme le plus modéré? Une économie de guerre autoritaire était-elle prématurée? Eût-elle rencontré des résistances insurmontables? Fallait-il, pour que certaines bourgeoisies adoptent certaines formes d'économie dirigée, que le capitalisme ait développé ses contradictions internes? Et les sans-culottes, ils exercent leur droit fondamental en réclamant la satisfaction de leurs besoins.
Mais le moyen qu'il propose ne va-t-il pas les ramener en arrière? Sont-ils, comme les marxistes l'ont osé dire, à l'arrière-garde de la révolution? Il est vrai que la revendication du maximum par le souvenir qui s'y attachait ressuscitait le passé chez certains affamés. Oubliant les famines des années 80, il s'écriait: du temps des rois, nous avions du pain. Certes, d'autres prenaient la réglementation dans un tout autre sens, entrevoyaient à travers elle un socialisme. Mais ce socialisme n'était qu'un mirage puisqu'il n'avait pas les moyens de se réaliser. Au reste, il était vague. Babeuf, dit Marx, vint trop tard et trop tôt. De notre côté, n'est-ce pas le peuple lui-même, le peuple dans ses sans-culottes, qui a fait la révolution? Thermidor n'a-t-il pas été rendu responsable par les dissensions croissantes entre les sans-culottes et la fraction dirigeante des conventionnels? Ce rêve de Robespierre, cette nation sans richesse ni pauvre, où tout le monde est propriétaire, n'allait-il pas lui aussi à contre-courant faire passer avant tout la nécessité de lutte contre la réaction à l'intérieur, contre les armées des puissances, réaliser pleinement et défendre la révolution bourgeoise? Telle était bien sûr la seule tâche des conventionnels. Mais puisque cette révolution se faisait par le peuple, ne fallait-il pas y intégrer les revendications populaires? Au début, la famine aida. Si le pain eût été bon marché, écrit Georges Lefebvre, l'intervention brutale du peuple, qui était indispensable pour assurer la chute de l'ancien régime, ne se fût peut-être pas produite et la bourgeoisie eût moins aisément triomphé. Mais à partir du moment où la bourgeoisie a renversé Louis XVI, à partir du moment où ses représentants assument en son nom les responsabilités plénières, il faut que la force populaire intervienne pour soutenir le gouvernement, les institutions, et non plus pour les renverser. Et comment y parvenir sans donner satisfaction au peuple? Ainsi, la situation, la survivance de signification vieillie, le développement embryonnaire de l'industrie et du prolétariat, une idéologie abstraite d'une universalité, tout contribue à dévier l'action bourgeoisie et l'action populaire. Il est vrai à la fois que le peuple portait la révolution et que sa misère avait des incidences contre-révolutionnaires. Il est vrai que sa haine politique du régime disparu tendait selon les circonstances à masquer ses revendications sociales ou à s'effacer devant elles. Il est vrai qu'aucune véritable synthèse du politique et du social ne pouvait être tentée puisque la révolution préparait en fait l'avènement de l'exploitation bourgeoise. Il est vrai que la bourgeoisie, acharnée à vaincre, était vraiment l'avant-garde révolutionnaire. Mais il est vrai aussi qu'elle s'acharnait en même temps à finir la révolution. Il est vrai qu'en opérant un véritable bouleversement social sous la pression des enragés, elle eut généralisé la guerre civile et livré le pays aux étrangers. Mais il est vrai aussi qu'en décourageant l'ardeur révolutionnaire du peuple, elle préparait à plus ou moins longue échéance la défaite et le retour des Bourbons. Et puis elle a cédé, elle a voté le maximum. Les montagnards ont considéré ce vote comme un compromis et s'en sont excusés publiquement. Nous sommes dans une forteresse assiégée. C'est la première fois à ma connaissance que le mythe de la forteresse assiégée est chargé de justifier un gouvernement révolutionnaire qui transige avec ses principes sous la pression des nécessités.
Mais la réglementation ne semble pas avoir donné le résultat qu'on en escomptait. Au fond, la situation n'a pas changé. Quand les sans-culottes retournent à la Convention le 5 novembre 1793, ils ont toujours faim. Mais cette fois encore, les instruments leur font défaut. Ils ne peuvent pas penser que le renchérissement des denrées a des causes générales dues au système de l'assignat, c'est-à-dire au refus bourgeois de financer la guerre par l'impôt. Ils s'imaginent encore que leur malheur est provoqué par des contre-révolutionnaires. De leur côté, les petits bourgeois de la Convention ne peuvent incriminer le système sans condamner le libéralisme économique. Ils sont réduits, eux aussi, à invoquer les ennemis. De là cette étrange journée de dupes où, profitant de ce que la délégation populaire a demandé le châtiment de responsables, Billaud, Varenne et Robespierre vont utiliser l'obscure colère populaire, dont les vrais mobiles sont économiques, pour appuyer une terreur politique. Le peuple verra tomber des têtes, mais il restera sans pain. La bourgeoisie dirigeante, elle, faute de vouloir ou de pouvoir changer le système, va se décimer elle-même, jusqu'à Thermidor, à la réaction et à Bonaparte. On le voit, c'est un combat dans les ténèbres. En chacun de ces groupes, le mouvement originel est dévié par les nécessités de l'expression et de l'action, par la limitation objective du champ des instruments, théoriques et pratiques, par la survivance des significations périmées et par l'ambiguïté des significations nouvelles. Très souvent d'ailleurs, les secondes s'expriment à travers les premières. À partir de là, une tâche s'impose à nous, c'est de reconnaître l'originalité irréductible des groupes sociaux-politiques ainsi formés, dans les définir dans leur complexité même, à travers leur incomplet développement et leur objectivation déviée. Il faudra éviter les significations idéalistes. On refusera tout ensemble d'assimiler les sans-culottes à un prolétariat véritable et de nier l'existence d'un prolétariat embryonnaire. On refusera, sauf dans les cas où l'expérience même nous l'impose, de considérer un groupe comme le sujet de l'histoire, ou d'affirmer le droit absolu de bourgeois de 93 porteurs de la Révolution. On considérera en un mot qu'il y a résistance de l'histoire déjà vécue au schématisme a priori. On comprendra que même cette histoire faite et anecdotiquement connue doit être pour nous l'objet d'une expérience complète. On reprochera aux marxistes contemporains de la considérer comme objet mort et transparent d'un savoir immuable. On insistera sur l'ambiguïté des faits éculés, et par ambiguïté qu'il ne faut pas entendre à la manière de Kierkegaard. Je ne sais quel équivoque des raisons, mais simplement une contradiction qui n'est pas parvenue à son point de maturité. Il conviendra tout ensemble d'éclairer le présent par l'avenir, la contradiction embryonnaire par la contradiction explicitement développée, et de laisser au présent les aspects équivoques qu'il tient de son inégalité vécue. L'existentialisme ne peut donc qu'affirmer la spécificité de l'événement historique. Il cherche à lui restituer sa fonction et ses multiples dimensions. Certes, les marxistes n'ignorent pas l'événement. Il traduit à leurs yeux la structure de la société, la forme qu'a prise la lutte des classes, les rapports de force, le mouvement ascensionnel de la classe montante, les contradictions qui opposent au sein de chaque classe des groupes particuliers dont les intérêts diffèrent. Mais depuis près de 100 ans, une boutade marxiste montre qu'ils ont tendance à n'y
pas attaché beaucoup d'importance. L'événement capital du XVIIIe siècle, ce ne serait pas la Révolution française, mais l'apparition de la machine à vapeur. Marx n'a pas suivi cette direction, comme le montre assez son admirable 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte. Mais aujourd'hui, le fait, comme la personne, tend à devenir de plus en plus symbolique. L'événement a le devoir de vérifier les analyses a priori de la situation. En tout cas, ne pas les contredire. C'est ainsi que les communistes français ont tendance à décrire les faits en termes de pouvoir et de devoir-être. Voici comment l'un d'eux, et non des moindres, explique l'intervention soviétique en Hongrie. Des ouvriers ont pu être trompés, ont pu s'engager dans une voie qu'ils ne croyaient pas être celle dans laquelle la contre-révolution les entraînait. Mais, par la suite, ces ouvriers ne pouvaient pas ne pas réfléchir aux conséquences de cette politique. Ils ne pouvaient pas ne pas être inquiets de voir, etc. Ils ne pouvaient pas voir sans indignation le retour de Régent Horthy. Il est tout naturel que dans de telles conditions, la formation de l'actuel gouvernement hongrois ait répondu aux vœux et à l'attente de la classe ouvrière de Hongrie. Dans ce texte dont le but est plus politique que théorique, on ne nous dit pas ce que les ouvriers hongrois ont fait, mais ce qu'ils ne pouvaient pas ne pas faire. Et pourquoi ne pouvaient-ils pas? Parce qu'ils ne pouvaient pas contredire à leur essence éternelle d'ouvriers socialistes. Curieusement, ce marxisme stalinisé prend une allure d'immobilisme. Un ouvrier n'est pas un être réel qui change avec le monde. C'est une idée platonicienne. De fait, chez Platon, les idées sont l'éternel, l'universel et le vrai. Le mouvement et l'événement, reflets confus de ces formes statiques, sont en dehors de la vérité. Platon les vise à travers des mythes. Dans le monde stalinien, l'événement est un mythe édifiant. Les aveux troqués trouvent là ce qu'on pourrait appeler leur base théorique. Celui qui dit « j'ai commis tel crime », telle trahison, etc., fait un récit mythique et stéréotypé sans aucun souci de vraisemblance parce que l'on lui demande de présenter ses prétendus forfaits comme l'expression symbolique d'une essence éternelle. Par exemple, les actes abominables qui nous étaient confessés en 1950 avaient pour but de dévoiler la vraie nature du régime yougoslave. Le fait le plus frappant pour nous, c'est que les contradictions et les erreurs de date qui trouvaient les aveux de Reich n'aient jamais éveillé chez les communistes le plus vague soupçon. La matérialité du fait n'intéresse pas ces idéalistes. Seul compte à leurs yeux sa portée symbolique. En d'autres termes, les marxistes staliniens sont aveugles aux événements. Lorsqu'ils ont réduit leur sens à l'universel, ils veulent bien reconnaître qu'un résidu demeure, mais ils font de ce résidu le simple effet de hasard. Des circonstances fortuites ont été la cause occasionnelle de ce qui n'a pu être dissous. Date, développement, phase, origine et caractère des agents, ambiguïté, équivoque, etc. Ainsi, comme les individus et les entreprises, le vécu tombe du côté de l'irrationnel et de l'inutilisable, et les théoriciens le considèrent comme un non-signifiant. L'existentialisme réagit en affirmant la spécificité de l'événement historique qu'il refuse de concevoir comme l'absurde juxtaposition d'un résidu contingent et d'une signification a priori. Il s'agit de retrouver une dialectique souple et patiente qui épouse le mouvement dans leur vérité et qui refuse de considérer a priori que tous les conflits vécus opposent des contradictions ou même des contraires. Pour nous, les intérêts qui sont en jeu peuvent ne pas trouver nécessairement une médiation qui les réconcilie. La plupart du temps, les uns sont exclusifs des autres,
mais le fait qu'il ne puisse être satisfait en même temps ne prouve pas nécessairement que la réalité se réduit à une pure contradiction d'idées. Le volé n'est pas le contraire du voleur, ni l'exploité le contraire ou le contradictoire de l'exploiteur. L'exploiteur et exploité sont des hommes en lutte dans un système dont la réalité fait le caractère principal. Bien sûr, le capitaliste possède les instruments de travail et l'ouvrier ne le possède pas. Voilà une contradiction pure. Mais justement, cette contradiction ne parvient pas à rendre compte de chaque événement. Elle en est le cadre. Elle crée la tension permanente du milieu social, la déchirure de la société capitaliste. Seulement, cette structure fondamentale de tout événement contemporain dans nos sociétés bourgeoises n'en éclaire aucun dans sa réalité concrète. La journée du 10 août, celle du 9 Thermidor, celle du mois de juin 48, etc., ne sont pas susceptibles d'être réduites à des concepts. La relation des groupes en ces journées, c'est la lutte armée, bien sûr, et la violence, mais cette lutte reflète en elle-même la structure des groupes ennemis, l'insuffisance provisoire de leur développement, les conflits larvés qui les déséquilibrent de l'intérieur, sans se déclarer nettement, les déviations que les instruments présents font subir à l'action de chacun, la manière dont se manifestent à chacun d'eux leurs besoins et leurs revendications. Lefebvre a établi irréfutablement que la peur a été dès 1789 la passion dominante du peuple révolutionnaire, ce qui n'exclut pas l'héroïsme, bien au contraire, et que toutes les journées d'offensive populaire, 14 juillet, 20 juin, 10 août, 3 septembre, etc., sont fondamentalement des journées défensives. Les sections ont pris d'assaut les Tuileries parce qu'elles craignent qu'une armée de contre-révolutionnaires n'en sortît une nuit pour massacrer Paris. Ce simple fait échappe aujourd'hui à l'analyse marxiste. Le volontarisme idéaliste des Staliniens ne peut concevoir qu'une action offensive. C'est à la classe descendante et à elle seule qu'il prête des sentiments négatifs. Quand on se rappelle en outre que les sans-culottes, mystifiés par les instruments de pensée dont ils disposent, les transformer en violence exclusivement politique, la violence immédiate de leurs besoins matériels, on se fera de la terreur une idée bien différente de la conception classique. Or, l'événement n'est pas la résultante passive d'une action hésitante, déformée et d'une réaction pareillement incertaine. Ce n'est pas même la synthèse fuyante et glissante d'incompréhension réciproque. Mais à travers tous les outils d'action et de pensée qui faussent la praxis, chaque groupe réalise par sa conduite un certain dévoilement de l'autre. Chacun d'eux est sujet en tant qu'il mène son action, et objet en tant qu'il subit l'action de l'autre. Chaque tactique prévoit l'autre tactique, le déjoue plus ou moins et se fait déjouer à son tour. Par la raison que chaque comportement d'un groupe dévoilé dépasse le comportement du groupe adverse, se modifie par tactique en fonction de celui-ci et, en conséquence, modifie les structures du groupe lui-même, l'événement dans sa pleine réalité concrète et l'unité organisée d'une pluralité d'oppositions qui se dépassent réciproquement, perpétuellement dépassée par l'initiative de tous et de chacun. Il surgit précisément de ces dépassements mêmes, comme une double organisation unifiée dont le sens est de réaliser dans l'unité la destruction de chacun de ces termes par l'autre. Ainsi constitué, il réagit sur les hommes qui les constituent et les emprisonne dans son appareil. Bien entendu, il ne s'érige en réalité indépendante et ne s'impose aux individus que par une fétichisation immédiate. Déjà, par exemple, tous les participants à la journée du 10 août
savent que la prise de Tuileries, la chute de la monarchie sont en jeu et le sens objectif de ce qu'ils font va s'imposer à eux comme une existence réelle, dans la mesure même où la résistance de l'autre ne leur permet pas de saisir leur activité comme pure et simple objectivation d'eux-mêmes. À partir de là, et justement parce que la fétichisation a pour résultat de réaliser des fétiches, il faut considérer l'événement comme un système en mouvement, qui entraîne les âmes vers son propre anéantissement. Le résultat est rarement net. Au soir du 10 août, le roi n'est pas détrôné, mais n'est pas plus Tuileries, Il s'est mis sous la protection de l'Assemblée. Sa personne demeure tout aussi embarrassante. Les conséquences les plus réelles du 10 août, c'est d'abord l'apparition du double pouvoir, classique dans la Révolution. C'est ensuite la convocation de la Convention qui reprend à la base le problème que l'événement n'a pas résolu. C'est enfin l'insatisfaction et l'inquiétude croissante du peuple de Paris, qui ne sait s'il a ou non réussi son coup. Cette peur aura pour effet les massacres de septembre. C'est donc l'ambiguïté même de l'événement qui lui confère souvent son efficacité historique. Cela suffit pour que nous affirmions sa spécificité, car nous ne voulons ni les considérer comme la simple signification irréelle de R et de chocs moléculaires, ni comme leur résultante spécifique, ni comme un symbole schématique de mouvements plus profonds, mais comme l'unité mouvante et provisoire de groupes antagonistes qui les modifient dans la mesure où ils la transforment. Comme tel, il a ses caractères singuliers, sa date, sa vitesse, ses structures, etc. L'étude de ces caractères permet de rationaliser l'histoire au niveau même du concret. Il faut aller plus loin et considérer en chaque cas le rôle de l'individu dans l'événement historique, car ce rôle n'est pas défini une fois pour toutes. C'est la structure des groupes considérés que le détermine en chaque circonstance. Par là, sans éliminer entièrement la contingence, nous lui restituons ses limites à sa rationalité. Le groupe confère leur pouvoir et leur efficacité aux individus qui l'ont fait en retour et dont la particularité irréductible est une manière de vivre l'universalité. À travers l'individu, le groupe revient sur lui-même et se retrouve dans l'opacité particulière de la vie, autant que dans l'universalité de sa lutte. Ou plutôt, cette universalité prend le visage, le corps et la voix des chefs qu'il s'est donnés. Ainsi, l'événement lui-même, bien qu'il soit un appareil collectif, est plus ou moins marqué des signes individuels. Les personnes s'y reflètent dans la mesure même où les conditions de la lutte et les structures du groupe lui ont permis de se personnifier. Ce que nous disons de l'événement est valable pour l'histoire totale de la collectivité. C'est elle qui détermine en chaque cas et à chaque niveau les rapports de l'individu avec la société, ses pouvoirs et son efficacité. Et nous accordons volontiers à Plekhanov que les personnages influents peuvent modifier la physionomie particulière des événements et certaines de leurs conséquences partielles, mais qu'ils ne peuvent en changer l'orientation. Seulement la question n'est pas là, il s'agit de déterminer à quel niveau on se place pour définir la réalité. Admettons qu'un autre général ayant pris le pouvoir se fût montré plus pacifique que Napoléon, n'eût pas dressé contre lui toute l'Europe et fût mort aux Tuileries et non à Sainte-Hélène. Alors les Bourbons ne seraient pas rentrés en France. Pour eux, c'était bien entendu un résultat opposé à celui qui se produisit effectivement. Mais par rapport à la vie intérieure de la France, dans son ensemble, il se serait fort peu distingué du résultat réel.
Cette bonne épée, après avoir rétabli l'ordre et assuré la domination de la bourgeoisie, n'aurait pas tardé à lui passer. Un mouvement libéral aurait alors commencé. Louis-Philippe fut peut-être monté sur le trône en 1820 ou en 1825, mais en aucun cas l'issue finale du mouvement révolutionnaire n'eût été opposée à ce qu'elle fut. Je cite ce texte du vieux Plekhanov qui m'a toujours fait rire, parce que je ne crois pas que les marxistes aient beaucoup progressé sur cette question. Il n'est pas douteux que l'issue finale n'eût pas été opposée à ce qu'elle fut. Mais voyons les variables qu'on élimine. Les sanglantes batailles napoléoniennes, influence de l'idéologie révolutionnaire sur l'Europe, l'occupation de la France par les Alliés, le retour des propriétaires fonciers et la terreur blanche. Économiquement, il est établi aujourd'hui que la Restauration a été une période de régression pour la France. Le conflit des fonciers et de la bourgeoisie née de l'Empire retarda le développement des sciences et de l'industrie. Le réveil économique date de 1830. On peut admettre que l'essor de la bourgeoisie sous un empereur plus pacifique ne fut pas arrêté et que la France n'eût pas gardé cet aspect ancien régime, qui frappait si fort les voyageurs anglais. Quant au mouvement libéral, s'il se fût produit, il n'eût en rien rassemblé à celui de 1830. Puisqu'il eût manqué précisément de base économique. À part cela, bien sûr, l'évolution eût été la même, seulement cela qu'on rejette dédaigneusement au rang des hasards. C'est toute la vie des hommes. Plekhanov considère avec l'impavidité le terrible saignée des guerres napoléoniennes dont la France a mis si longtemps à se relever. Il reste indifférent au ralentissement de la vie économique et sociale qui marque le retour des Bourbons et dont le peuple tout entier eut à souffrir. Il néglige le profond malaise qu'a provoqué dès 1815 le conflit de la bourgeoisie avec le fantasme religieux. De ces hommes qui ont vécu, souffert, lutté sous la Restauration et qui pour finir ont renversé le trône, aucun n'eût été tel ou n'eût existé si Napoléon n'eût pas fait son coup d'État. Que devient Hugo si son père n'est pas un général de l'Empire? Et Musset et Flaubert, dont nous avons marqué qu'il avait intériorisé le conflit du scepticisme et de la foi? Si l'on dit après cela que ces changements ne peuvent pas modifier le développement des forces productives et des rapports de production au cours du siècle dernier, c'est un truisme. Mais si ce développement doit faire l'unique objet de l'histoire humaine, nous retombons simplement dans l'économisme que nous voulions éviter et le marxisme devient un inhumanisme. Certes, quels que soient les hommes et les événements, ils apparaissent jusqu'ici dans le cadre de la rareté, c'est-à-dire dans une société encore incapable de s'affranchir de ses besoins, donc de la nature et qui se définit par là même selon ses techniques et ses outils. Le déchirement d'une collectivité écrasée par ses besoins et dominée par un mode de production suscite des antagonismes entre les individus qui le composent. Les relations abstraites des choses entre elles, de la marchandise et de l'argent, etc., dissimulent et conditionnent les relations directes des hommes entre eux. Ainsi, l'outillage, la circulation des marchandises, etc., déterminent le devenir économique et social. Sans ces principes, pas de rationalité historique. Mais sans hommes vivants, pas d'histoire. L'objet de l'existentialisme, par la carence des marxistes, c'est l'homme singulier dans le champ social, dans sa classe, au milieu d'objets collectifs,
et des autres âmes singuliers. C'est l'individu aliéné, réifié, mystifié, tel que l'on fait la division du travail et l'exploitation. Mais luttons contre l'aliénation au moyen d'instruments faussés et, en dépit de tout, gagnons patientement du terrain, car la totalisation dialectique doit envelopper les actes, les passions, le travail et le besoin tout autant que les catégories économiques. Elle doit à la fois remplacer l'agent ou l'événement dans l'ensemble historique. Le définir par rapport à l'orientation du devenir et déterminer exactement le sens du présent en tant que tel. La méthode marxiste est progressive parce qu'elle est le résultat, chez Marx, de longues analyses. Aujourd'hui, la progression synthétique est dangereuse. Les marxistes paresseux s'en servent pour constituer le réel a priori. Les politiques, pour prouver que ce qui s'est passé devait se passer ainsi, ils ne peuvent rien découvrir par cette méthode de pure exposition. La preuve, c'est qu'ils savent d'avance ce qu'ils doivent trouver. Notre méthode est heuristique. Elle nous apprend de neuf parce qu'elle est régressive et progressive tout à la fois. Son premier soin est comme celui du marxiste, de remplacer l'homme dans son cadre. Nous demandons à l'histoire générale de nous restituer les structures de la société contemporaine, ses conflits, ses contradictions profondes et le mouvement d'ensemble que celle-ci détermine. Ainsi, nous avons au départ une connaissance totalisante du moment considéré, mais, par rapport à l'objet de notre étude, cette connaissance reste abstraite. Elle commence avec la production matérielle de la vie immédiate et s'achève avec la société civile, l'État et l'idéologie. Or, à l'intérieur de ce mouvement, notre objet figure déjà et il est conditionné par ces facteurs, dans la mesure même où il les conditionne. Ainsi, son action est déjà inscrite dans la totalité considérée, mais elle demeure pour nous implicite et abstraite. De notre côté, nous avons une certaine connaissance fragmentaire de notre objet. Par exemple, nous connaissons déjà la biographie de Robespierre en tant qu'elle est une détermination de la temporalité, c'est-à-dire une succession de faits bien établis. Ces faits paraissent concrets parce qu'ils sont connus avec détail, mais il leur manque la réalité, puisque nous ne pouvons encore le rattacher au mouvement totalisateur. Cette objectivité non signifiante contient en elle sans qu'on puisse les saisir, l'époque entière où elle est apparue, de la même façon que l'époque, reconstituée par l'historien, contient cette objectivité. Et pourtant, nos deux connaissances abstraites tombent en dehors l'une de l'autre. On sait que le marxiste contemporain s'arrête ici. Il prétend découvrir l'objet dans le processus historique et le processus historique dans l'objet. En fait, il substitue à l'un et à l'autre un ensemble de considérations abstraites qui se réfèrent immédiatement au principe. La méthode existentialiste, au contraire, veut rester heuristique. Elle n'aura d'autre moyen que le va-et-vient. Elle déterminera progressivement la biographie, par exemple en approfondissant l'époque, et l'époque en approfondissant la biographie. Loin de chercher sur le champ à intégrer l'une et l'autre, elle les maintiendra séparés jusqu'à ce que l'enveloppement réciproque se fasse de lui-même et mette un terme provisoire à la recherche.